Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de la partie sur les travaux. Donc ce qui est très important de demander à l'entreprise, c'est son assurance décennale et sa responsabilité civile. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'appeler, donc il vous donne ses attestations d'assurance, ce que je vous conseille, c'est d'appeler l'assurance, de vérifier que c'est un bon contrat, qu'il est toujours à jour, qu'il est toujours valable et qu'il est à jour de ses cotisations. Parce que s'il n'est plus à jour de ses cotisations, ça ne fonctionne pas. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de faire signer de manière, voilà, chacun signe ce qu'on appelle un acte d'engagement. Donc, c'est-à-dire que l'entrepreneur s'engage à faire les travaux selon le descriptif, respecter le planning, à être à jour de ses assurances, à remettre les attestations de conformité gaz, électricité, et accepte l'étalonnement de paiement qui a été prévu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un paiement à l'avancement. Donc quand c'est un petit chantier, c'est pas toujours judicieux. Je vais vous expliquer moi ce que je fais. Mais l'optimum, c'est à l'avancement, c'est-à-dire que voilà, vous considérez que le chantier c'est 100%, et puis vous avez un planning, et vous vous basez par rapport au planning. Si vous voyez que je sais pas, la semaine 3, vous êtes censé en train d'avoir fini de poser la première phase de placo, et que vous voyez qu'il n'a pas attaqué le placo, et ben vous dites, bon bah du coup, la semaine 3, on va dire qu'il y avait 9 semaines de travaux, donc la semaine 3, ça faisait un tiers, donc ça faisait 30%, donc normalement vous deviez lui verser 30%, mais vous voyez qu'il n'est pas, en fait, on est à la semaine 3, mais concrètement au planning on n'est qu'à la semaine 1. Donc au final, vous dites, bah non, moi je vous verse pas 30%, je vous verse que 10% par exemple. Et puis vous allez accélérer, parce que moi, dans l'acte d'engagement, j'ai également prévu des pénalités de retard. Ça c'est très important, parce que sinon les entreprises, je peux te dire qu'il y en a qui sont un peu impliqués, mais souvent ils ont des chantiers aux quatre coins de la rue, et ils font à celui qui gueule le plus, quoi. Il y en a, c'est comme ça. Donc ça, c'est pas agréable. Plus le client il gueule, plus le gars il va avancer sur ton chantier. C'est pas normal, mais c'est malheureusement souvent comme ça. Donc si vous mettez ça, bah, ça évite que vous ayez dépensé de l'énergie pour rien. Vous dites, écoutez, moi, je n'hésiterai pas à appliquer les pénalités. Là, vous avez du retard. C'est vous qui voyez, hein, mais moi, je vous conseille de rattraper votre retard, parce que je n'hésiterai pas à appliquer ces pénalités de retard. Donc c'est un montant, je sais pas, c'est marqué 100 € par jour de retard, ou des choses comme ça. Je pense que sur internet vous trouverez pas mal d'informations complémentaires là-dessus. Donc quand c'est un petit chantier, voilà, qui dure un mois par exemple, qui est étalé sur un mois, en général il y a 20% d'acompte, donc c'est pour que, sauf quand c'est vous qui achetez les matériaux, dans ce cas-là c'est pas justifié. Mais si c'est l'entreprise qui achète les matériaux et qui les met en œuvre, 20% d'acompte. En fait, cet acompte, ça sert normalement à acheter les matériaux pour pouvoir débuter le chantier. Et ensuite, vous mettez 30% au bout de 7 jours, 30% encore au bout de 15 jours, et puis 20% à la réception du chantier. Donc à la réception du chantier, c'est très important de ne pas verser le restant du devis, les derniers 20%, avant que tout soit terminé, que les finitions soient là, que vous ayez tout vérifié. C'est très important, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que l'artisan, il vous répondra plus au téléphone, il aura eu ses sous, hop, il veut plus entendre parler de vous. S'il y a un petit souci, un truc qui manque, machin, hop, ben vous vous démerdez, vous appelez mon assurance. Ça va être comme ça. Donc c'est dommage, mais souvent c'est ça. Bon après, quand c'est vraiment un petit truc, ils finissent par se bouger, mais ils mettent du temps, quoi. C'est vraiment plus leur priorité, quoi. Si chantier fini, hop, ils passent à un autre. Mais même s'il y a des petites finitions et tout, eux, ils estiment que bah, il peut le faire, il reste une prise à poser, il va se débrouiller. Bah non, non, c'est marqué sur le devis que ça devait être fait, il doit la poser, sa prise. Et tout doit fonctionner. Pareil, vérifiez bien d'avoir reçu les attestations de conformité gaz et élec.
si vous donnez votre le dernier versement, vous les aurez jamais ces attestations. Et après, c'est vous qui allez vous retrouver embêté. Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire attention à ça. Donc là, bien sûr, vous amenez, je sais pas, votre téléphone avec votre chargeur, vous testez toutes les prises, vous voyez si le courant passe partout. Vous amenez une vieille télé avec une prise télé et puis vous testez voir si les antennes télé ça capte bien. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il suffit qu'ils aient mal fait le raccord, ou voilà, et puis vous captez pas, et puis après, si vous n'y connaissez pas, vous allez galérer pendant des mois à trouver la panne. Pareil pour Internet, qu'ils aient bien fait le raccord comme il faut des prises Internet. Voilà, après voir si les portes ferment bien, si les tiroirs ferment bien, s'il y a bien toutes les fixations. Moi, ce qu'ils ont fait, c'est j'avais des cuisinettes, des kitchenettes en alu là, et normalement il y avait des baguettes à mettre dessous en bois pour rigidifier, bah ils les ont pas posées. Donc au final quand tu appuies c'est tout souple quoi, donc voilà. Si quelqu'un s'assoit dessus déjà ça va tout tordre. Et même en coupant je sais pas des carottes, ça peut tordre le plan de travail, donc franchement c'est... Voilà. Après malheureusement, ouais, je vous souhaite, soyez vraiment très rigoureux, parce que vous n'arriverez jamais à tout voir quoi. Il y aura toujours des petits trucs que vous aurez loupés. Donc si vous faites déjà le maximum, vous évitez beaucoup d'emmerdes. Voilà. Et donc vous faites un planning également sur lequel on se met d'accord et signer, tamponner toutes les pièces. Tous ces documents doivent être signés et tamponnés. Voilà, j'ai fait une partie également que je vais vous parler tout de suite sur le suivi de chantier. Donc comme je vous disais précédemment, l'idéal c'est de passer tous les jours. Si vous êtes à distance, il y en a qui font un système de vidéo. Voilà, vous dites à l'artisan qui est présent sur place de vous faire une vidéo tous les soirs, et par Skype ou par téléphone, peu importe, où il vous montre, voilà j'ai fait ça aujourd'hui. Par contre, chef là, j'ai un petit souci, la cote est pas bonne, comment on fait, etc. Et puis toi tu lui donnes ton avis quoi, tu lui dis, tu donnes la marche à suivre quoi. Dès qu'il y a un problème, il faut trouver la solution et vite, faut pas le bloquer, parce que lui souvent c'est des choses, il en a besoin pour avancer le lendemain. Donc tu demandes à ce qu'il t'explique bien les choses, qu'il prenne des photos, vidéos éventuellement, et une fois que tu as bien cerné le problème, tu as bien compris, tu réfléchis à la meilleure décision, et puis si tu n'as pas de solution, tu lui dis bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu lui poses des questions. Et souvent les gars ils ont la tête dans le guidon, des fois ils savent pas du tout, et ce qu'il faut c'est vraiment s'ouvrir l'esprit et voilà, penser à qu'est-ce qui est important. Voilà, et après si c'est un truc qui est décalé, bah au pire c'est pas grave, on fait un petit caisson, voilà, c'est dommage mais c'est comme ça, ou alors on fait un petit angle au niveau de la cause. Bon après faut essayer de faire des trucs quand même terre à terre, hein, pas trop biscornu parce que c'est pas dans les standards après de ce qu'on attend des prestations. Donc voilà, ce qui est important c'est de demander les fiches produits et fiches techniques de ce qui est mis en œuvre, voilà, pour permettre de vérifier ces éléments. Ça décrit précisément les normes de mise en œuvre des matériaux, et donc ça vous permet de vérifier que ce qui est fait sur le chantier ça correspond bien à ce qui a été défini on va dire par les ingénieurs qui ont mis au point ces systèmes. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez les règles RAGE, R-A-G-E. Donc c'est ce qui remplace déjà, il me semble, tous les avis techniques. Avant ça s'appelait voilà, ATEC ou ATEX. Donc c'est des produits spécifiques. Des fois il y en a qui n'ont pas d'avis technique, c'est simplement, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, une autorisation d'utilisation. Après il y a des systèmes, on dit que c'est des systèmes empiriques, il n'y a plus d'avis technique, mais c'est validé comme je sais pas, les drains ou les choses comme ça. Des fois il n'y a plus d'avis technique, c'est quelque chose qui est utilisé depuis des années. On sait que ça marche, on sait le mettre en œuvre, il n'y a pas de souci.
Donc du coup, les règles rage, vous regardez sur internet si vous y avez accès, mais normalement c'est un référentiel maintenant qui regroupe toutes les normes à ce sujet. Je vous en parle parce que j'ai eu le cas. L'étanchéité de salle de bain, c'est vraiment hyper important. Il faut surtout ne pas laisser passer ça. Dans la salle de bain, c'est le placo vert. Donc si vous avez du béton, c'est bon. Par contre, il faut qu'ils mettent un enduit d'étanchéité dessus. Par contre, si c'est un autre matériau ou le placo, il faut que ce soit du placo hydrofuge. Donc c'est les plaques de placo qui sont vertes. Et partout, en mur, en plafond. Et vous allez, lui, il est censé mettre un spec, donc c'est une protection étanchéité tout autour de la cabine de douche, juste derrière la faïence. Donc avant de poser le carrelage, dans ce cas c'est pas une cabine de douche, du coup c'est de votre douche ou de votre baignoire, tout là où il y a des projections d'eau qui peuvent se produire, il faut qu'ils mettent cet enduit. Donc ça s'appelle un spec, SPEC, ou un CEL, donc c'est un système de protection d'étanchéité à l'eau. Et donc il y a des bandes de renfort, des cornières, et ça permet en fait d'éviter à votre placo de boire. Parce que ce qu'il y a, c'est que votre carrelage, il est étanche, on est d'accord. C'est de la pierre, votre faïence elle est étanche. C'est de la pierre ou de la céramique. Par contre, les joints entre les carreaux, ils ne sont pas étanches. Les joints, ils absorbent l'eau et l'eau elle passe à travers. Donc en fait, à force de prendre la douche, hop, ça va prendre l'eau derrière, ça va imbiber le placo. Ensuite, votre placo, il va moisir. Et à terme, ça va se dégrader. Et vous pouvez avoir de gros soucis. Des moisissures qui se développent, etc. Donc il faut vraiment respecter ça. C'est très important. Et du coup, il y a deux joints silicone à mettre. Un premier joint en bas de la plaque de placo, juste en bas du bac de douche ou de la baignoire. Après, vous avez votre enduit d'étanchéité, les cornières de renfort, et ensuite vous avez votre faïence qui est collée par-dessus, et un deuxième joint silicone, le joint de finition. Donc voilà, après vous pouvez également consulter les DTU, documents techniques unifiés, qui correspondent, qui caractérisent les systèmes de mise en œuvre. Donc c'est surtout les systèmes de mise en œuvre, je crois, les DTU. Donc il y a les cloisons, enfin, il y a le carrelage, différents procédés techniques, et ça vous permet de contrôler que les choses soient bien faites. Voilà, même si vous avez affaire en face de vous à des professionnels qui sont censés faire les choses selon les normes, la confiance n'exclut pas le contrôle. S'il y en a qui vous bassinent en disant bah dis donc, t'arrêtes de dire que ce que je fais c'est pas bien, je fais ça depuis 10 ans, et, non, mais je dis pas que c'est pas bien, mais il y a des normes à respecter. Normalement tu as dû connaître ça, et visiblement c'est pas le cas. Donc en tant que professionnel, voilà, je t'invite à agir en tant que professionnel, même si ça fait 10 ans que tu fais ça, peut-être que ça fait 10 ans que tu fais pas bien. Bon, souvent c'est pas évident. Après, à vous de voir, vous avez qu'à dire que vous êtes du métier aussi, que votre grand-père, voilà, pour vous faire comprendre, parce que voilà, des fois les gars sont pas trop à l'écoute. Voilà, bon écoutez, maintenant je vous retrouve pour la suite où on va aborder la mise en location. Allez, ciao, à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à partager et à vous abonner. A tout de suite.